Bonjour, merci à tous et à toutes d'être là ce matin. Bon, il est 10 heures, je vous propose qu'on démarre cette troisième session du cours sur la santé mentale qui portera aujourd'hui plus particulièrement sur les problématiques et les questions qui se posent autour de la mesure de la santé des enfants, en particulier dans le contexte d'études épidémiologiques. Donc je vous présenterai quelques notions particulièrement importantes dans ce domaine. Et puis, ce cours sera suivi par l'intervention du professeur Cédric Galera, qui est psychiatre de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Bordeaux, qui est donc à la fois clinicien et chercheur, et qui parlera, lui, plus spécifiquement du trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, et des questions qui se posent autour de la mesure et de l'étude de ce trouble. Alors, ce cours s'intitule « L'enfant est le père de l'homme ». Voilà, on arrivera au bout peut-être à une explication de pourquoi j'ai intitulé ce cours comme ça, et on va parler plus largement de la santé mentale des enfants et des adolescents. Voici le plan de la présentation. Je vais évoquer la manière dont on évalue la santé mentale des jeunes. Aborder des questions autour des grandes phases du développement de l'enfant qui sont évidemment importantes pour comprendre ce qu'on souhaite mesurer et comment le faire. On parlera des trajectoires et des évolutions au cours de l'enfance, mais aussi au-delà. Et je terminerai avec quelques éléments concernant l'épidémiologie des troubles psychiques, pour autant qu'on les connaisse aujourd'hui en France, et des éléments relatifs à la prévention. Alors, on va d'abord parler de comment évaluer la santé mentale des enfants et des adolescents. Donc, si vous étiez là les semaines précédentes, vous savez que les épidémiologistes sont très, très préoccupés par les questions d'évaluation, de mesure. Alors, je ne vais pas rentrer dans le même détail sur les classifications dans les sessions précédentes, mais quand même, j'aimerais souligner le fait que chez les enfants, ces questions de comment on fait pour savoir, en particulier dans une enquête, si un enfant a des difficultés psychologiques, la sévérité de ces difficultés et son retentissement et leur retentissement éventuel, posent des problèmes particuliers. Alors, je voudrais commencer par une situation concrète qui vous permettra peut-être de comprendre une partie de ces difficultés. Alors là, ce sont des photos anonymes, mais je voudrais vous parler de Maxime, un garçon de 9 ans dont le maître s'inquiète parce qu'il a du mal à se concentrer à l'école. Il fait des crises de colère en classe régulièrement et a du mal à se faire des copains. Donc le maître est préoccupé. Il est aussi préoccupé parce que cet enfant est désorganisé, ne se souvient pas toujours des consignes qu'on lui donne, ne parvient pas à terminer les exercices à faire à l'école. Et quand il a des exercices à faire en classe, il les fait très très vite, bâcle son travail et le maître a du mal à le faire revenir sur ce qu'il a à faire. Donc le maître convoque les parents pour faire le point avec eux et pour aussi leur demander comment ça se passe à la maison. À la maison, donc les parents disent qu'ils sont obligés de beaucoup aider leur fils dans son travail scolaire, il a du mal à s'y mettre, c'est compliqué pour lui d'aller jusqu'au bout d'une tâche ou d'un exercice qu'on lui donne à faire. Et puis, en dehors du travail scolaire, son comportement est parfois impulsif, colérique. S'il a l'impression d'avoir été traité injustement, il fait de grandes crises après lesquelles il a du mal à se calmer. Et puis, parfois, il se plaint d'avoir mal au ventre ou d'avoir des difficultés à s'endormir le soir. Bon, voilà la situation d'un garçon, peut-être pas si rare. J'aimerais vous faire remarquer 3 choses dans cette situation. D'abord, le fait que cet enfant a peut-être des difficultés et c'est le maître, donc l'école, qui s'en rend compte en premier. Et le maître s'en rend compte et sa démarche est d'essayer d'en parler aux parents pour faire le point sur ce qui se passe à la maison. Est-ce que le comportement de cet enfant à l'école est particulier? Est-ce que c'est quelque chose qui se répète dans différents contextes? Et puis pour essayer de réfléchir ensemble à ce qui pourrait être fait. Donc, d'abord, c'est l'école qui remarque des difficultés. Deuxièmement, le maître a un certain point de vue sur le comportement de cet enfant, les parents un autre, puisqu'ils le voient dans un autre contexte, dans une autre situation. Et ces informations sont
assez concordantes, mais en réalité, elles sont aussi complémentaires. Et elles permettent de dresser un tableau un tout petit peu plus large des difficultés, mais aussi des ressources. Alors là, j'en ai pas beaucoup parlé dans cet exemple, mais peut-être que cet enfant est très créatif, peut-être qu'il aime beaucoup le sport, par exemple, et quand on lui donne, quand il joue au ballon, il est très très investi et se donne à fond, là où d'autres enfants auraient peut-être un peu plus de difficultés. Bon, bref, en tout cas, dans différents contextes, il se comporte différemment, et ses regards sont complémentaires sur sa manière d'être. Et puis, quelle est la nature des difficultés de cet enfant ? Donc vous l'aurez compris, j'ai volontairement choisi un exemple qui est assez multiforme, mais en même temps, ce que repère le maître, ce sont ses difficultés de concentration, d'attention, mais peut-être qu'il a aussi des difficultés émotionnelles, peut-être qu'il a du mal à gérer ses relations avec les autres. Voilà, donc les 3 points, encore une fois que je voulais souligner, c'est que c'est souvent l'école qui est en première ligne pour repérer les difficultés des enfants, que un enfant est multiforme, enfin on est tous multiformes, mais voilà, différents points de vue peuvent être complémentaires, et on peut avoir différents types de difficultés, de comportements émotionnels, peut-être cognitifs, voilà, j'en ai pas parlé, mais évidemment en parallèle. Voilà, donc c'est pas évident de trouver la source et les réponses adéquates à ce type de difficultés. Alors, on peut imaginer que dans l'histoire par laquelle j'ai commencé, à la suite de cet entretien entre le maître et les parents de l'enfant, le maître dirait peut-être aux parents que ça vaut le coup de consulter un professionnel de santé, un pédiatre, un psychologue, peut-être un psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, peut-être un médecin généraliste. Les médecins généralistes sont aussi souvent en première ligne pour évaluer des enfants qui sont en difficulté. Et ce professionnel de santé évaluerait à ce moment-là les symptômes de l'enfant, alors sur la base de ce que disent les parents, sur la base de ce qu'a dit l'enseignant peut-être, mais dans encore un autre contexte, dans son cabinet, soit en écoutant l'enfant, puisque voilà, un enfant de 9 ans est capable de raconter un certain nombre de choses sur ce qu'il traverse, mais aussi en observant son comportement, évidemment, et puis peut-être, si ça s'avère nécessaire, en l'envoyant faire des tests spécifiques, des tests neuropsychologiques par exemple, pour évaluer un certain nombre de difficultés de motricité, de difficultés cognitives, etc. À l'issue de cet entretien et de ces évaluations, qui peuvent prendre du temps, qui peuvent nécessiter d'être répétées un certain nombre de fois, le professionnel de santé préconiserait peut-être une prise en charge. Différentes approches sont possibles, des approches éducatives, psychologiques, des traitements médicamenteux aussi parfois, mais c'est souvent en dernier recours. Voilà, donc juste, je voulais commencer par ce point pour vous, encore une fois, vous dire la complexité et la difficulté d'évaluer les difficultés des enfants, la nécessité évidemment d'avoir une approche très individuelle et très propre à la situation de chacun, le fait qu'il faut du temps pour comprendre vraiment quelle est l'ampleur des difficultés et ce qu'il faut faire, et puis le fait aussi que donner du temps, ça permet de mieux comprendre l'évolution des symptômes et leur gravité ou en tout cas leur retentissement. Donc ça, c'est évidemment le travail de dentelle que font les cliniciens et voilà, le professeur Cédric Galera pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais vous imaginez bien que dans les enquêtes épidémiologiques, on n'a pas ce temps, on n'a pas ces moyens et c'est très très difficile de pouvoir avoir une vision globale du comportement et des difficultés des enfants. Bon, alors comment est-ce qu'on fait dans les enquêtes épidémiologiques ? Dans les enquêtes épidémiologiques, on va mesurer la santé mentale des enfants et des adolescents au travers d'échelles de mesures, donc de questionnaires, qui essaient d'aborder différents types de symptômes pouvant survenir. Alors, là, je pense que vous ne voyez pas très bien ce qui est écrit sur ces diapos, mais ce n'est pas grave. Là, je vous ai juste représenté deux échelles, deux types de questionnaires qui sont assez fréquents dans le domaine. Un premier qui s'appelle le CBCL, qui est le Child Behavioral Checklist, et qui fait partie d'une série de questionnaires de 18 mois aux âges avancés de la vie pour évaluer différents types de difficultés psychologiques qui peuvent survenir. Et le deuxième qui s'appelle le SDQ, le Strength and Difficulties Questionnaire, les deux étant des questionnaires anglo-saxons, mais qui ont été traduits et validés en français. Le point important concernant ces deux questionnaires, et c'est une des différences avec l'évaluation de la santé mentale des adultes,
c'est qu'il s'agit d'échelles dimensionnelles, c'est-à-dire qu'on évalue par plusieurs questions différentes dimensions du comportement de l'enfant. Alors ici, dans le CBCL, il s'agit de la réactivité émotionnelle, des symptômes d'anxiété-dépression, des difficultés, des plaintes psychosomatiques, les douleurs de ventre, les difficultés à dormir, les douleurs de tête, etc. Le fait d'être en retrait par rapport aux autres enfants, les difficultés de sommeil, les difficultés d'attention et les comportements d'agressivité. Donc pour chacune de ces dimensions, on interroge, et voilà, j'y reviendrai dans un instant, on essaie d'évaluer donc si les symptômes sont présents ou non, puis on fait la somme des symptômes dans chacune des dimensions pour situer l'enfant par rapport à des normes qui sont établies pour les enfants du même âge. D'accord ? Et puis on peut aussi faire la somme de différents types de symptômes. Par exemple ici vous voyez que ce qui relève des comportements, des réactions émotionnelles, de l'anxiété-dépression, des plaintes somatiques et du comportement de retrait relationnel, ça relève de ce qu'on appelle les symptômes internalisés, c'est-à-dire où l'enfant va avoir plutôt des difficultés qu'il garde à l'intérieur de lui, qui lui provoquent des difficultés et du mal-être, mais qui sont à distinguer des difficultés dites externalisées, qui ici sont mesurées par les problèmes d'attention et de concentration et les comportements agressifs vis-à-vis des autres. D'accord ? Le SDQ, c'est une échelle comparable qui est un peu plus courte, donc on l'utilise plus fréquemment en réalité dans les enquêtes épidémiologiques. Et le SDQ inclut aussi une dimension qui est le retentissement des difficultés et des symptômes rapportés dans ce questionnaire sur la vie quotidienne de l'enfant. Alors ici, il s'agit d'un questionnaire qui peut être utilisé à partir de 18 mois, de l'âge de 18 mois. En réalité, la plupart des études commencent à évaluer le comportement des enfants plutôt à partir de 3 ans, parce qu'il faut quand même une certaine régularité, une certaine répétition des comportements pour pouvoir être sûr de leur véracité, de leur validité. Et alors, qui est-ce qui évalue ces symptômes ? La plupart du temps, dans les enquêtes réalisées en population générale, il s'agit des parents. D'ailleurs, c'est souvent la mère. Quand on peut avoir l'information provenant des mères et des pères, c'est une grande force, mais c'est quand même souvent les mères. Et ces questionnaires existent aussi pour les enseignants. Et tout comme dans l'exemple dont je vous ai parlé au tout début, quand on peut avoir à la fois le point de vue des enseignants et des parents, on a des regards complémentaires et donc plus riches que si on s'adresse uniquement aux parents. Alors, on peut aussi interroger les enfants eux-mêmes à partir de l'âge de 10 ans à peu près, mais pas avec des questionnaires du type de ceux que je vous ai montrés, plutôt au travers d'échelles interactives. Il existe notamment une échelle qui s'appelle le Dominique Interactive, c'est un questionnaire canadien, et qui en fait est utilisé sur tablette ou sur ordinateur, qui montre aux enfants un certain nombre de situations et leur demande de réagir et de se placer, en fait, de se positionner par rapport aux différentes situations qui leur sont présentées. Et ce questionnaire permet d'évaluer donc différents types de difficultés que les enfants peuvent ressentir. Là aussi, l'idée étant de mesurer un certain niveau de difficulté et de les placer par rapport aux enfants de leur âge. Alors, je vais parler un petit peu plus tard de l'enquête ENABI, qui est donc la première grande enquête en France réalisée pour évaluer la santé mentale des enfants et des adolescents. Elle a été réalisée en 2022 par Santé publique France et Yvon Motreff, qui a coordonné cette étude, est ici dans la salle. Donc, si vous avez des questions précises, il pourra peut-être y répondre tout à l'heure. Quoi qu'il arrive, donc, il s'agit d'une grande enquête qui a été réalisée entre le 2 mai et le 31 juillet 2022. Auprès de 15 000 enfants dans toute la France, des enfants tirés au sort dans des écoles différentes, alors maternelles et élémentaires, et qui a permis d'interroger 15 000 enfants et leurs enseignants et leurs parents. Ici, je vous ai indiqué le schéma d'évaluation. Donc, pour les enfants de maternelle, en maternelle, les enfants n'étaient pas interrogés directement, mais leurs parents étaient interrogés soit en ligne ou par téléphone.
Et leurs enseignants étaient aussi... En fait, il a été demandé aux enseignants de remplir des questionnaires pour tous les enfants de leur classe. En élémentaire, la même procédure a été mise en œuvre pour les parents et les enseignants, et les enfants ont eux aussi été interrogés à l'aide de l'échelle Dominique interactive que je vous ai montrée. Donc vous imaginez la logistique de cette enquête. Voilà, c'était la première enquête nationale de cette échelle, de cette échelle, et voilà, on espère qu'elle sera reproduite prochainement, mais ça demande évidemment, alors outre les démarches réglementaires, évidemment, les demandes d'autorisation, le fait que les parents doivent consentir évidemment à ce que leurs enfants soient évalués, etc. Rien que le déploiement de ce type d'enquête sur le terrain, ce sont des moyens colossaux. Voilà, alors peut-être avant de vous parler des résultats de cette enquête et d'autres pour évaluer la santé, enfin ce que nous disent ces enquêtes des niveaux de difficulté des enfants en France et plus largement et de leurs facteurs de risque, je voudrais juste d'abord aborder les questions, quelques éléments théoriques et conceptuels sur le développement des enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants ne sont pas de petits adultes. On ne peut pas plaquer les concepts qu'on utilise chez les adultes pour évaluer la santé mentale et le comportement sur leurs symptômes. Il faut des approches spécifiques. Alors, on considère que le cerveau humain se développe de la naissance et même avant, évidemment, jusqu'à environ l'âge de 25 ans. Et différents types de dimensions cérébrales, évidemment, se développent en parallèle. La perception des sens, la cognition, le langage, les émotions, les relations, tout ça étant assez fluctuant. Les recherches sur le développement des enfants ont connu un essor important dans les années 50, avec notamment les travaux de Piaget sur le développement cognitif. Mais là, je voudrais plutôt parler de deux types de cadres théoriques qui ont été utilisés pour essayer d'évaluer le développement émotionnel et comportemental. Donc, d'abord, je voulais mentionner les 8 stades du développement social d'Erik Erikson. Alors, c'est une théorie du développement de l'enfant qui est basée sur les travaux psychanalytiques. C'est un modèle qui date des années 50. Et on ne peut pas dire qu'il ait été entièrement validé par les recherches scientifiques qui ont été menées depuis, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est que il propose un cadre et une manière de se figurer comment l'enfant se développe au cours du temps. Donc, en fait, c'est un modèle qui s'adresse qui concerne pas seulement le développement des enfants, mais vraiment le développement tout au long de la vie. L'idée étant qu'il existe différents types de phases au moment desquelles se jouent différentes choses dans le développement émotionnel, psychologique, mais aussi évidemment cognitif et corporel, puisque tout ça est très lié, ces différents éléments sont liés entre eux. Donc, tout au début de la vie, il y a une première étape qui relève de la manière dont on crée des relations avec les autres, suivie par le développement de l'autonomie, le développement de l'initiative, les capacités, et ainsi de suite. On va passer vite là-dessus parce que l'idée n'est pas vraiment de vous expliquer ce modèle, mais plutôt d'essayer de vous montrer comment il est organisé et comment il est structuré. L'idée étant que Erikson pensait qu'à différentes phases émergeaient de nouveaux conflits. Bon, évidemment, c'est lié à la théorie psychanalytique qui est évidemment centrée sur les conflits psychiques. Et donc, il pensait que l'individu traverse différents types de conflits qu'il est amené à résoudre et que la manière dont il les résout, au contraire, les difficultés qu'il peut rencontrer, entraîne des manifestations, des symptômes qui sont spécifiques à chaque âge. Comme je disais, ce n'est pas un modèle qui a été vraiment prouvé par les recherches empiriques, mais il donne quand même une idée de la manière dont différentes choses et différents enjeux sont présents à multiples âges de la vie. Je voulais aussi mentionner un autre modèle qui là est plus étudié par différents types de recherches et que vous connaissez certainement, qui est la théorie de l'attachement, basée sur les travaux
alors d'abord séparés puis conjoints de Mary Ainsworth, une médecin américaine, et John Bowlby, qui était lui britannique, qui était un pédiatre britannique. Et ces travaux, qui là aussi ont émergé à partir des années 50 en évoluant au cours du temps, se sont centrés sur l'idée que l'attachement interhumain, si je puis dire, est un besoin primordial de l'humain, depuis la naissance jusqu'à tout au long de la vie. Ces travaux étaient très influencés par les recherches sur le comportement animal à l'époque, les travaux en éthologie, ceux en particulier de Konrad Lorenz, qui observait la manière dont les petits de l'oie suivaient la maman oie au début de la vie, et si c'était un autre animal qu'une oie qu'ils rencontraient au moment d'éclore de leur œuf, ils suivaient un autre animal, et donc il a développé toute une théorie sur le fait qu'on s'attache sur le plan affectif à une figure d'attachement très très tôt au cours de la vie. Et donc Ainsworth et Bowlby ont développé ces travaux-là chez les enfants, chez les humains, dans l'idée que la recherche de proximité avec un adulte via des comportements d'attachement est quelque chose que tous les enfants, c'est un instinct primitif des enfants dès le début de la vie, et que la manière dont on s'attache à un adulte dès les premiers mois de la vie crée un modèle qu'on suit ensuite plus tard au cours de la vie pour entretenir des liens avec les autres, et que autant la figure d'attachement initial est essentielle pour avoir une base de sécurité affective et émotionnelle et les petits de l'homme sont très très vulnérables, évidemment ne peuvent pas survivre par eux-mêmes, donc ont besoin de ces figures d'attachement pour pouvoir subvenir à leurs besoins naturels l'alimentation, le sommeil, etc., les soins qu'il faut apporter à un nourrisson. Mais la manière dont on crée ces liens d'attachement au début de la vie conditionne la manière dont on s'attache aux autres plus tard. Et s'ils sont défaillants, ils peuvent aussi entraîner évidemment des schémas défaillants plus tard au cours de la vie. Et donc, ce modèle, cette théorie de l'attachement, qui est en réalité, alors comme le dit Romain Dugravier, un pédopsychiatre qui a travaillé sur ces questions, peut-être une théorie du développement psychique dans le cadre de relations interpersonnelles, plus qu'une théorie juste du développement du nouveau-né, nous dit qu'on développe différents types d'attachements qui sont plus ou moins stables au cours de la vie. Un attachement sécure qui est caractérisé par une bonne estime de soi, une capacité de faire appel aux autres lorsqu'on en a besoin, des capacités d'exploration qui nous permettent de mener une existence autonome. D'autres personnes ont des types d'attachement insécures ou évitants. Il s'agit par exemple d'enfants qui ne font pas appel aux autres pour réussir à gérer leur stress, qui ont tendance à masquer leur détresse émotionnelle ou au contraire à considérer qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux autres. Ça, c'est s'ils ont connu des situations où leur figure d'attachement n'était pas présente au moment où ils en avaient besoin. Il y a l'attachement de type insécure ou ambivalent qui là aussi est causé par des relations interpersonnelles ou une figure d'attachement défaillante dans les premiers mois de la vie, où l'enfant apprend à se montrer ambivalent en situation de stress et à résister au besoin d'être réconforté. Et puis, plus tard, a été ajoutée la notion d'attachement désorganisé, qui est notamment observée parfois chez des enfants qui sont victimes ou témoins de violences et de situations très conflictuelles ou très difficiles, où les figures d'attachement sont défaillantes en fait, ou en tout cas ne protègent pas les enfants, et cet attachement désorganisé étant représenté par le fait d'avoir des comportements erratiques ou un peu difficiles à anticiper, un peu difficiles à prévoir dans différents types de situations de stress. Voilà. L'idée, c'est que donc, les enfants développent ces styles d'attachement très tôt, et ces types d'attachement peuvent être durables et aussi avoir un lien avec un certain nombre de réactions au stress et aux difficultés qui sont évidemment inévitables au cours de la vie. Alors, un autre chercheur et médecin qui a beaucoup travaillé sur ces questions
et dont j'aimerais parler est Michael Rutter, qui est considéré comme le fondateur de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent moderne. C'était un médecin anglais qui a beaucoup travaillé auprès d'enfants vivant en institution et qui a élargi la théorie de l'attachement proposée par Bowlby au-delà, parce que la théorie initiale était quand même très très centrée sur les mères, sur le fait que la mère est la figure d'attachement principale et que la manière dont l'enfant interagit avec sa mère conditionne ses relations avec les autres plus tard au cours de la vie. Michael Rutter, lui, à partir d'un certain nombre d'expériences et d'études qu'il a eues personnellement et d'études qu'il a menées, a élargi la question de l'attachement à d'autres figures adultes que la mère. Il a aussi été vraiment à l'initiative des premières études épidémiologiques sur la santé mentale des enfants, notamment l'étude Isle of Wight, qui a été menée à partir des années 60 en Grande-Bretagne et qui a permis de documenter la fréquence des problèmes psychiques et leur durée chez les enfants. Alors, Michael Rutter a notamment conduit des études très intéressantes auprès d'enfants qui grandissaient en institution. C'est-à-dire, il était particulièrement intéressé par donc ces questions d'attachement, mais aussi dans quelle mesure est-ce que la santé mentale des enfants est le résultat d'une certaine forme d'inné versus l'environnement et ce qui est acquis. Et il a notamment beaucoup travaillé sur ces questions dans les années 90, où on pensait quand même que la génétique allait en grande partie expliquer la présence et le risque de troubles psychiatriques chez les enfants comme chez les adultes, et où il a été à l'initiative d'études très originales pour essayer de démêler justement ce qui pourrait relever de la génétique ou des choses qu'on acquiert très très tôt au cours de la vie, du rôle de l'environnement et notamment de l'environnement social et des interactions précoces. Donc il a par exemple mis en place des études de cohorte auprès de jumeaux, où il est possible de suivre des enfants qui sont donc identiques sur le plan génétique, mais dont les expériences de vie peuvent être différentes pour évaluer ce qu'ils deviennent et essayer de mieux comprendre ce qui relève de la génétique versus ce qui relève de leur environnement. Mais il a aussi étudié, et c'est l'exemple que je vous ai indiqué ici, des enfants orphelins qui avaient été placés dans différents types d'institutions ou adoptés par des familles. Et il a notamment lancé une étude qui s'appelle le English and Romanian Adoptees Study. Vous vous souvenez peut-être que dans les années 90, juste après la chute du mur de Berlin, on a découvert des orphelinats, en particulier en Roumanie, où des enfants étaient placés très très jeunes dans des conditions d'isolement et d'absence d'interaction et aussi d'absence de soins suffisants. Donc c'est des enfants qui étaient exposés très tôt au cours de la vie, alors d'une part à la séparation de leurs parents, mais aussi qui étaient pris en charge dans des conditions vraiment plutôt défavorables pour le développement. Et une partie, en fait, Michael Rutter a mis en place une étude en Grande-Bretagne auprès d'enfants qui, au début de leur vie, avaient été pris en charge dans ces orphelinats, mais qui ensuite ont été adoptés par des familles anglaises. Mais comme on peut pas, il fallait un groupe de comparaison, on ne pouvait pas juste tirer des conclusions sur leur développement et sur les facteurs qui y contribuaient en suivant des enfants avant et après l'adoption. Il les a comparés. En fait, il y avait 3 groupes dans son étude. Donc des enfants roumains qui avaient été en institution pendant plus de 6 mois, qui sont ici en rouge sur les graphiques, des enfants roumains qui avaient été en institution pendant moins de 6 mois, et des enfants, des orphelins britanniques qui avaient été adoptés dans des familles très tôt au cours de leur vie. Et donc, c'est une étude qui s'est déroulée sur de nombreuses années. Ici, il s'agit d'une évaluation qui a été menée lorsque ces enfants avaient entre 22 et 25 ans. Donc, ils ont été suivis pendant des décennies. Et ils ont été évalués sur différentes dimensions qui concernent à la fois leur développement cognitif, psychologique et différents types de difficultés, des difficultés émotionnelles, des difficultés de comportement, etc.
En 2 mots, ce qu'a montré cette étude, c'est que pour certaines difficultés, par exemple les problèmes de comportement, ici vous voyez qu'on ne voit pas tellement de différence entre des enfants, des orphelins britanniques qui ont été adoptés très tôt au cours de leur vie, par rapport aux orphelins roumains, qu'ils aient été en institution moins de 6 mois ou plus de 6 mois. Alors voilà, c'est différentes mesures des problèmes de comportement, mais on voit à peu près la même chose, que ce soit les parents ou les jeunes eux-mêmes qui parlent de leur comportement. Par contre, si on observe ici ce qui se passe pour les difficultés émotionnelles, on voit qu'il n'y a pas de différence entre des enfants britanniques et les enfants roumains qui ont été en institution moins de 6 mois. Mais par contre, pour les enfants roumains qui ont été en institution plus de 6 mois, même après leur adoption, une fois qu'ils sont adultes, etc., ils ont plus de difficultés émotionnelles que les 2 groupes témoins. D'accord ? Donc ça suggère que peut-être que quelque chose, alors peut-être que c'est en lien avec la manière dont ils ont créé des liens d'attachement dans les premiers mois de la vie avec les personnes qui s'occupaient d'elles ou pas, mais en tout cas quelque chose dans leur quelque chose s'est passé pour eux avec des effets durables sur leur développement émotionnel au cours du temps, quelles que soient leurs conditions de vie ultérieures. Voilà, il y a eu d'autres types d'analyses sur, par exemple, des symptômes proches des traits autistiques, où là aussi, clairement, les enfants qui n'avaient pas reçu suffisamment de stimulation dans les premiers mois de la vie n'ont pas pu rattraper certains retards, malgré les conditions favorables dans lesquelles, ou plus favorables en tout cas, dans lesquelles ils ont vécu ensuite une fois qu'ils avaient été adoptés. Donc, on n'a pas de... Enfin, la conclusion de ces recherches, c'est que le développement des enfants est marqué à la fois par des continuités et certaines formes de changements au cours du temps. Alors vous me direz, ça ne nous dit pas grand-chose, voilà, mais c'est une réalité. On voit des continuités pour certains types de problèmes et peut-être des changements pour d'autres. Michael Reuter a beaucoup théorisé la résilience, qui est un terme qui aujourd'hui est beaucoup plus connu et qui en France a été beaucoup diffusé par Boris Cyrulnik notamment. Mais voilà, c'est en fait un concept alors, qui vient de la physique et qui avait déjà été pensé dans les années 90, qui dit qu'en fait le développement de l'enfant est plastique dans le temps et peut changer. Et puis il y a quand même une forme de contingence, c'est-à-dire qu'il y a on ne devient que ce qu'on est, ou on ne peut devenir que ce qu'on est, comme l'a écrit Nietzsche dans Ecce Homo, mais il y a aussi ce qui nous arrive, l'environnement et les circonstances qui ont un rôle important. Alors, justement, pour vous parler un tout petit peu de la manière dont on peut aborder ces trajectoires et les étudier à partir de l'épidémiologie, je voulais vous montrer des exemples de recherches menées au sein de l'équipe que j'anime. Alors, peut-être d'abord, pourquoi s'intéresser à la santé mentale des enfants et des adolescents? Bon, d'abord, il y a évidemment un intérêt en soi, puisqu'il faut pouvoir soigner les enfants qui en ont besoin, mais il y a aussi un intérêt, si je puis dire, de santé publique, c'est-à-dire que on s'aperçoit, à partir d'études menées chez des adultes, que chez les adultes qui ont des troubles psychiques, dans 50% des cas, ces troubles étaient déjà présents avant l'âge de 14 ans, et dans 75% des cas, donc 2 cas sur 3, avant l'âge de 25 ans. Donc l'enfance est vraiment déterminante pour les trajectoires de santé mentale tout au long de la vie. Ces estimations sont ici basées sur des études de cohortes, et en particulier une cohorte qui s'appelle Dunedin, qui a été créée pour suivre des enfants nés donc à Dunedin, une ville de Nouvelle-Zélande, et qui sont encore suivis aujourd'hui, 50 ans après. Donc, c'est ce qu'on appelle des cohortes épidémiologiques. Je vous ai donné d'autres exemples de ce type d'études, des cohortes de naissance, où on commence à évaluer le comportement et la santé des personnes à la naissance ou juste après, et on les suit dans le temps pour savoir ce qu'elles deviennent. Alors, il se trouve que je travaille avec Cédric Galera, on travaille tous les deux sur une étude de ce type basée en France, donc je voulais vous en parler un tout petit peu. Il s'agit de la cohorte Tempo, dont l'objectif est d'évaluer
à la fois dans quelle mesure est-ce que la présence de difficultés psychologiques pendant l'enfance et l'adolescence a des répercussions psychiques à l'âge adulte, mais aussi comment est-ce que ces difficultés, en prenant en compte d'autres facteurs, peuvent avoir des effets sur le devenir des personnes en termes de situation familiale, leur travail, leur vie, leurs difficultés financières éventuelles, etc. Parce qu'on sait qu'il existe de fortes inégalités sociales dans le domaine de la santé mentale, mais la santé mentale étant associée à un certain type de difficultés sociales, la causalité dans ce domaine est très difficile à démêler. Alors, comment est-ce que cette étude a été mise en œuvre ? En fait, il s'agit d'une étude qui se base, donc qu'on a démarré en 2009, et qui se base sur un recueil de données qui était déjà existant, la cohorte des enfants de Gazelle, mise en place en 1991 par un pédopsychiatre français qui s'appelle Éric Fonbonne. En 1991, on n'avait pas de données sur l'état de santé mentale des enfants en France, et donc Éric Fonbonne a voulu faire une étude d'abord transversale pour évaluer la fréquence de différents types de troubles chez les enfants, ainsi que les problématiques qui étaient particulièrement liées à leur prise en charge. Il a tiré au sort un échantillon d'enfants parmi des enfants de 4 à 18 ans dont les parents participaient eux aussi à une étude épidémiologique et qui s'appelle Gazelle. Voilà, c'est pourquoi cette première étude s'appelait Les enfants de Gazelle. Et donc, il a recueilli des informations sur la santé mentale de ces enfants en 91, puis en 99. Et moi, j'ai repris le suivi de ces personnes en 2009 pour essayer de savoir ce qu'ils étaient devenus entre-temps. En 2009, ils avaient entre 22 et 35 ans, et puis on leur a proposé plusieurs questionnaires depuis, jusqu'à là, très récemment, un dernier questionnaire. Alors, l'étude de 91, je sais qu'on ne voit pas très bien la diapo, mais je voulais quand même vous montrer les premières publications, a montré que un certain nombre d'enfants avaient des difficultés psychologiques qui les amenaient à consulter des professionnels de santé. Dans la plupart des cas, c'était des professionnels des soins primaires, des médecins généralistes. 8% des enfants avaient des soins avaient accès à pardon, c'est en anglais. 10% avaient besoin de soins en termes de suivi éducatif, 6% avaient accès à un professionnel de santé mentale et 8% faisaient de l'orthophonie. Globalement, donc, cette étude a montré que les médecins généralistes étaient en première ligne pour identifier et évaluer les enfants qui avaient des difficultés psychologiques, très souvent, comme dans l'exemple que je vous ai montré initialement, à la demande de l'école. Et donc, la plupart du temps, les difficultés observées étaient des difficultés d'apprentissage, en tout cas les difficultés pour lesquelles les familles avaient recours aux soins étaient des difficultés d'apprentissage et de comportement, moins que des difficultés d'ordre émotionnel. Donc, à partir de 2009, on a envoyé des questionnaires de ce type sous format papier, mais aussi des questionnaires en ligne aux participants, en incluant des questionnaires comme ceux que je vous ai montrés au début de la présentation, en évaluant aussi les consommations de tabac, d'alcool et de cannabis. Et on a évidemment aussi posé des questions sur les conditions de vie, les événements de vie, les problèmes de santé autres que psychologiques, pour avoir un panorama un peu plus général de ce que vivaient les personnes et de leurs difficultés psychologiques. Alors, comment est-ce qu'on utilise ensuite ces données pour essayer de mieux comprendre les trajectoires de santé mentale tout au long de la vie ? Je voudrais vous présenter quelques exemples. Par exemple, on a pu utiliser des données recueillies en 1991, 1999 et 2009 pour établir des trajectoires de difficultés émotionnelles dans le temps. Et donc, vous voyez que ici, ce groupe représente les personnes qui n'avaient pas de difficultés particulières au cours de leur vie. Elles sont 75% dans cet échantillon. Ici, on a
à peu près 2,5% des personnes qui avaient déjà des difficultés émotionnelles pendant l'enfance et qui en ont toujours à l'âge adulte. Et puis entre les deux, il y a des fluctuations, donc des personnes qui, à peu près 11%, qui n'avaient pas de difficultés pendant l'enfance et qui en ont à l'âge adulte. Et puis à l'inverse, en tout cas voilà, de manière similaire, 11% qui avaient des difficultés quand elles étaient enfants, mais dont les difficultés se sont visiblement estompées dans le temps. Et donc une fois qu'on a établi ces différents groupes de profils psychologiques, on peut étudier les facteurs qui y sont associés. Et ici, dans cette étude, on s'intéressait particulièrement aux problèmes de sommeil au cours de l'enfance. Et on a montré que les enfants qui avaient des problèmes de sommeil, et en particulier d'endormissement très jeunes, avaient une probabilité 4,5 fois plus élevée d'avoir ces trajectoires ici de symptômes émotionnels, de difficultés émotionnelles persistantes dans le temps. D'accord ? Voilà, les autres. Alors, on a aussi observé une association ici avec ce groupe où les personnes avaient des difficultés émotionnelles lorsqu'elles étaient enfants, mais qui sont estompées dans le temps, et puis pas de lien avec les autres trajectoires. Donc, ce type d'étude au long cours nous permet d'établir des profils psychologiques, d'étudier les facteurs de risque précoces, alors d'étudier à la fois les facteurs de risque de problèmes psychologiques, mais de montrer aussi l'impact des difficultés psychologiques sur d'autres aspects de la vie que la santé mentale, notamment la réussite scolaire. Et voilà, ces données nous ont aussi permis de montrer que les difficultés émotionnelles, et plus que les difficultés de comportement, étaient associées à la probabilité de ne pas obtenir le baccalauréat. Alors, en fait, quand je dis que qu'il y a une différence avec les problèmes de comportement, ce qu'il faut dire, c'est qu'on étudie d'abord ces associations de manière brute, puis on prend en compte un certain nombre d'éléments comme le sexe de l'enfant, les difficultés scolaires déjà présentes, les revenus des parents et les difficultés émotionnelles qui peuvent survenir à d'autres âges de la vie. Et donc, en fait, ce sont ces facteurs, ces covariables qui expliquent en partie le fait que, toutes choses égales par ailleurs, les difficultés de comportement en elles-mêmes ne sont pas associées à la réussite scolaire ultérieure des enfants, alors que c'est le cas des difficultés émotionnelles. Okay ? Et puis, quand on va encore plus loin, on peut étudier le lien entre la réussite scolaire, les difficultés sociales et la santé mentale à l'âge adulte. Et vous voyez que ici, il s'agit d'une étude où on s'est intéressé à différents aspects de la situation sociale des personnes à l'âge adulte et leur risque de comportement suicidaire. Et on a observé que la réussite scolaire, ou en tout cas le niveau de diplôme, était un facteur particulièrement important lorsqu'on s'intéresse, et qui augmente, particulièrement important quand on s'intéresse au risque de suicide, c'est-à-dire qu'on a observé une augmentation du risque de suicide chez les personnes qui avaient le niveau scolaire le plus bas. Ok, bon, c'est peut-être un peu rapide, mais ce que je voulais, c'est vous illustrer par petits bouts la manière dont on peut reconstituer les trajectoires de santé mentale des personnes au cours du temps et la manière dont, à partir de données longitudinales, on peut essayer de mieux comprendre ce qui se passe à différents âges de la vie, différentes phases, et faire le lien entre difficultés émotionnelles précoces, difficultés scolaires, impact de ces difficultés scolaires qui se transforment en situation sociale adulte sur la santé mentale à l'âge adulte. Alors, quelques mots maintenant un peu de l'état des lieux des difficultés de santé mentale chez les enfants et les adolescents en France, puisqu'on a la chance d'avoir l'étude ENABI qui nous renseigne sur ces questions de manière très robuste depuis quelques années. Donc cette étude où je vous rappelle qu'on a combiné des évaluations de la santé mentale obtenues auprès des parents, des enseignants et des enfants eux-mêmes, ce qui a d'ailleurs été un énorme travail, et vous imaginez que ces regards ne sont pas toujours concordants, donc il faut arriver à combiner ces informations pour avoir un état des lieux le plus riche possible. Donc ces différentes sources d'informations ont montré que
en moyenne, chez les enfants d'âge de 6 à 11 ans, donc à l'école élémentaire en France, 5,6% ont probablement des difficultés qui relèvent de troubles émotionnels, 6,6% ont des difficultés qui relèvent de ce qu'on appelle les troubles oppositionnels, c'est-à-dire des difficultés de comportement. Environ 3% ont un risque élevé de troubles du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Et comme on peut avoir plusieurs troubles à la fois, environ 13% des enfants ont, donc ça fait 1 sur 10 quand même, au moins un trouble avec des répercussions et un impact sur le développement social et probablement aussi sur le devenir scolaire. Donc ces troubles sont évidemment très fréquents. Je voulais juste citer un autre chiffre qui vient d'une grande étude menée dans différents pays européens et qui s'intéresse là à des troubles spécifiques, montrant qu'à peu près 8% des enfants ont probablement un trouble anxieux. On retrouve la même prévalence du trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, 3%. Et d'autres types de troubles sont moins fréquents. Les troubles du spectre autistique, c'est 1% des enfants. La dépression est aussi très très rare chez les enfants et sa prévalence augmente à partir de l'adolescence. Au-delà des données d'enquête où on interroge des enfants, des parents, des enseignants sur les difficultés psychologiques des enfants, on a aussi des données, là aussi grâce à Santé publique France, sur les recours aux soins concernant différents types de difficultés psychiques, notamment donc des données du réseau Au Secours qui recense des informations en provenance des services d'urgence médicale et qui nous montre que, ici en noir sur cette courbe, c'est l'année 2025, par rapport aux années précédentes, on voit bien une augmentation des recours aux soins pour idées suicidaires et gestes suicidaires chez les enfants et les adolescents, mais aussi chez les adultes. Alors on suit ces tendances depuis 2025 et l'épidémie de Covid, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration depuis la fin de la pandémie. Alors, les recours aux soins, les recours aux urgences pour évaluer la santé mentale des enfants ou des adultes sont évidemment une donnée imparfaite, puisque d'autres choses que l'état de santé mentale peuvent avoir une influence sur le fait d'aller consulter aux urgences pour des idées suicidaires ou un geste suicidaire. Néanmoins, c'est une information complémentaire à celle qu'on obtient à partir des enquêtes. Donc, en 2 mots, beaucoup d'enfants et de jeunes sont concernés par des difficultés psychologiques et qui peuvent aller jusqu'à des gestes suicidaires, donc qui sont relativement graves. Mais ce que nous montrent les études longitudinales, c'est qu'il peut aussi y avoir des fluctuations et des enfants qui ont des difficultés psychologiques à un moment donné de leur vie peuvent aussi voir des améliorations, évidemment avec les bonnes prises en charge et des approches qui permettent de les accompagner. Alors, un mot des facteurs de risque des principaux troubles émotionnels et de comportement chez les enfants. Donc, il s'agit de troubles qui sont très multifactoriels et qui impliquent des facteurs biologiques, sociaux et psychologiques. Par exemple, les premiers... les facteurs familiaux sont très très importants, notamment donc, les interactions précoces dont j'ai parlé, mais évidemment aussi la santé mentale des parents et les violences, le fait d'être exposé à des violences en tant que témoin et encore plus évidemment en tant que sujet. La situation sociale familiale, on observe des inégalités sociales dans le domaine de la santé mentale des enfants très tôt au cours de l'enfance. On sait que les liens sociaux à l'école et l'environnement au sens plus large sont aussi des dimensions très importantes pour favoriser le développement des enfants. Et comme ça m'a été demandé la dernière fois, j'ai essayé de regarder dans quelle mesure est-ce qu'on peut réussir à quantifier l'apport de ces différents pans ou de ces différents types de facteurs de risque, ce qui n'est pas très simple, mais par exemple, on observe que les violences, et ça j'y reviendrai dans l'une des prochaines sessions, les violences sont évidemment une source de risque énorme pour les difficultés psychologiques des enfants, et certaines études indiquent qu'on pourrait expliquer statistiquement jusqu'à, par exemple, un cas de dépression sur 5, donc 20% des cas de dépression et un tiers des cas de gestes suicidaires et d'automutilation par la seule fréquence des violences
au sein de la famille, mais pas uniquement, mais principalement au sein des familles. Donc, évidemment, certains de ces facteurs, et ici notamment les violences, la santé mentale des parents et la pauvreté, ont des effets particulièrement importants sur le développement psychologique des enfants. Alors, quelques mots sur la prévention. Bon, on sait quand même un certain nombre de choses sur la fréquence des troubles psychologiques chez les enfants, leurs facteurs de risque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir? Alors, peut-être d'abord, qu'est-ce qu'on fait vraiment en France aujourd'hui? Il y a une stratégie nationale qui s'appelle les 1000 premiers jours, qui s'attache à tout particulièrement focaliser sur le développement des enfants au cours des 3 premières années de la vie, donc renforcer un certain nombre de compétences parentales, principalement, et identifier des situations à risque pour essayer d'intervenir très vite auprès d'enfants qui peuvent avoir des contextes familiaux qui sont dégradés. Donc cette stratégie des 1000 premiers jours consiste principalement à informer les parents sur comment prendre en charge leurs enfants, de quoi ont besoin les enfants sur le plan émotionnel, etc., dans ces premiers mois de la vie. Voilà, donc ici je vous ai mis un lien vers le site internet qui informe notamment les jeunes parents. La stratégie des 1000 premiers jours a aussi permis de mettre en place un entretien post-natal de la dépression chez les femmes qui se passe à 2 mois après la naissance de l'enfant, qui est maintenant remboursé par la sécurité sociale. Il est censé être universel. Et donc l'idée, c'est de ne pas laisser passer des difficultés psychologiques chez les mères, de pouvoir les diagnostiquer et, si possible, orienter les femmes qui en ont besoin. Et puis l'autre aspect, l'autre action publique qui a été mise en œuvre grâce à cette stratégie, c'est l'allongement du congé paternité qui était de 15 jours avant 2022 et qui est maintenant de 4 semaines, dans l'idée que favoriser les interactions précoces entre les pères et leurs enfants, mais aussi favoriser le soutien au sein des familles peut être bénéfique au développement de l'enfant. Alors, plus tard, il y a une autre... en particulier dans le cadre de la grande cause nationale santé mentale, il y a un autre aspect qui a beaucoup été développé auprès plutôt des adolescents, pas des enfants, c'est l'information sur la santé mentale. C'est quoi la santé mentale? Quels sont les signes qui permettent d'identifier qu'on ne va pas bien? Donc ça, c'est vraiment le site qui s'adresse aux adolescents et donc les signes à repérer, c'est une fatigue permanente, des problèmes de sommeil, une perte d'envie ou l'isolement, l'irritabilité, les crises d'angoisse ou des pensées sombres. Et on explique aux adolescents que si on ressent ces symptômes-là, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut faire soi-même comme essayer de trouver des manières de se relaxer, en parler à d'autres, se déconnecter des écrans, ça c'est évidemment un sujet particulièrement prégnant chez les jeunes, avoir une activité physique pour essayer de gérer des symptômes de stress et de mal-être un peu légers et puis temporaires. Il y a aussi évidemment des ressources qu'on peut solliciter, que le mal-être soit léger ou plus sévère. Le fil santé jeune, il y a des structures spécialisées pour les adolescents. Mon soutien psy, ce sont les consultations de psychologues remboursées par la sécurité sociale, donc dans l'idée de favoriser un accès aux soins le plus large possible et sans barrière financière pour que toutes les personnes qui le souhaitent puissent y avoir accès. Donc là, l'idée, c'est de prévenir les problèmes, c'est pas vraiment de la prévention, mais c'est plutôt de prévenir la dégradation de la santé mentale en expliquant et en diffusant des informations sur les signes d'alerte et puis comment faire pour essayer de les aborder le plus vite possible pour éviter d'attendre la crise suicidaire, par exemple. Je vais peut-être m'arrêter je vais peut-être pas passer en revue toutes mes diapos, mais je voulais quand même parler d'une autre stratégie de prévention qui est en voie de développement, notamment via l'éducation nationale, et où en France on a quand même un peu de retard, mais qui peut-être pourrait se mettre en place de manière plus large dans les prochaines années. C'est tout ce qui concerne le développement des compétences psychosociales des enfants et des adolescents. Alors l'idée, c'est qu'on a
tous différents types de compétences cognitives, émotionnelles et sociales qui nous permettent de gérer les stress de la vie. Alors évidemment pas tous les stress, mais enfin bon, les stress de la vie quotidienne, disons, qui nous permettent d'y faire face et qu'il faut renforcer et pouvoir mobiliser quand on rencontre des difficultés pour éviter de sombrer. Donc ce type d'approche de développement de compétences psychosociales fait maintenant de plus en plus partie des programmes scolaires, donc voilà, l'éducation nationale les met en œuvre. Il existe aussi d'autres types d'approches. Par exemple, nous on teste dans l'équipe un programme qui peut être utilisé via une plateforme en ligne. Donc, bon, c'est une appli smartphone avec des modules spécifiques pour aider les jeunes à trouver des réponses sur leur manière de gérer le stress, gérer leurs émotions, résoudre des problèmes, voilà, passer des examens, enfin bon, toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Là aussi, dans l'idée d'essayer de trouver des outils pour ne pas se démobiliser ou voilà, craquer face à des difficultés. Évidemment, ça n'aide pas à gérer les situations graves voilà, dont j'ai parlé tout à l'heure, les violences. Bon, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Là, c'est vraiment une approche population générale. Voilà. Je voulais juste très très vite finir sur un autre pan de la prévention qui ne relève pas du tout qui sont des déterminants sociaux de la santé plutôt. Puisque, comme je vous l'ai dit, la pauvreté et les problèmes sociaux font partie des sources de risques pour les enfants et les adolescents. Je voulais juste, alors je ne vais peut-être pas m'appesantir sur cet exemple, mais vous parler de celui-ci très très vite. Il existe des études, alors ici c'est une étude américaine, il existe aussi des études dans d'autres pays où en fait on incite les familles à faire un certain nombre de choses avec leurs enfants contre rémunération. En d'autres termes, ce sont des incitations financières pour des familles plus ou moins démunies pour les inciter à faire en sorte que les enfants soient vaccinés, qu'ils aillent à l'école, ne ratent pas de jour d'école, qu'ils participent à des activités extrascolaires, etc. Ce type d'approche pose énormément de questions éthiques, évidemment, mais ce que je voulais juste souligner, c'est que dans des essais randomisés où des familles se sont vues proposer ce type d'accompagnement, on a vu en parallèle d'une amélioration de la santé globale des enfants, une baisse des symptômes d'agressivité et du risque ultérieur de conduite addictive chez les enfants. Et l'idée générale est que, globalement, sortir de la pauvreté et améliorer les conditions de vie des familles, sachant que les familles, et en particulier les familles monoparentales, font partie du pan de la population en France comme ailleurs qui sont les plus touchés par la pauvreté. Vous savez sans doute qu'un enfant sur 4 vit avec un seul parent en France, et c'est principalement la mère, et un tiers des familles monoparentales sont pauvres. Donc, c'est-à-dire vivent avec un revenu qui est inférieur à 1 200 € par mois par personne. Donc, il y a vraiment un sujet là, sociétal qui est très très important, et même si lutter contre la pauvreté n'est pas tout à fait dans l'escarcelle des épidémiologistes, je pense que c'est important quand même de dire qu'on a un certain nombre de leviers pour améliorer la santé et la santé mentale des enfants qui pourraient être mis en œuvre. Voilà, et pour terminer, si vous ne connaissiez pas la citation par laquelle j'ai commencé, je voulais mentionner le poème d'où elle est tirée. C'est un poème anglais du 19e siècle qui dit que l'enfant est le père de l'homme. Alors, l'enfant est le père de l'humain, on dirait aujourd'hui sans doute, mais tout ce qui se passe au cours de l'enfance est important en soi, mais aussi parce qu'il y a des répercussions évidentes tout au long de la vie. Merci de votre attention.